téléphone ou votre ordinateur. Je pense que sur l'ordinateur, c'est plus facile de comme interagir, réagir avec tu sais, en levant la main ou en écrivant dans les commentaires. Donc, ça se peut que au fil de la présentation, je vous pose des questions. Fait que s'il y en a qui veulent interagir en même temps, n'hésitez pas à le faire dans le chat, puis sinon, on va quand même prendre un bon 10 minutes à la fin, là, si vous avez des questions qui nécessitent un petit peu plus de détails, on va dire. Est-ce que c'est correct? On va le tester aujourd'hui. On le teste avec une petite réaction, par exemple. Je vous mets au défi. Le voyez-vous? C'est où est-ce qu'on, en bas, je pense. En bas, avec le petit cœur. Ah, Voyez-vous ça? moi j'ai un crayon, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ah bon, je le vois. OK, il y en a qui mettent des thumbs up, il y en a qui mettent des cœurs, c'est parfait. C'est le plus de connexion qu'on va avoir en Zoom. Fait que tant mieux, n'hésitez pas. Est-ce qu'on est prêt à partir? Puis là, si vous voulez ouvrir vos micros pour comme répondre là, quand j'ai des questions, ceux qui sont à l'aise de le faire, il n'y a vraiment pas de souci. Oui, ça va? C'est bon? Fait qu'au pire, Camilla, tu remettras tout le monde sur mute par la suite. C'est Donc, parfait. ça part. Donc, on a une petite heure ensemble aujourd'hui là, pour jaser nutrition en contexte de fibromyalgie. Donc, avant de commencer, là, Ah, bon, c'est mon petit moment pour vous dire que je vais mentionner probablement plusieurs marques de produits, de suppléments, d'oméga 3 tout ça aujourd'hui. Petit moment pour dire que je suis pas en tout payée pour dire ça. C'est vraiment juste que qu'on essaie de vous présenter des trucs concrets qu'on peut trouver facilement en pharmacie, qu'on peut trouver facilement en épicerie aussi. Donc, évidemment, là, si vous êtes à la recherche de suppléments, ben, essayez d'avoir accès à un professionnel de la santé qui est au courant de votre situation aussi. Donc, c'était mon petit moment pour vous dire cela. Donc, premièrement, là, je vois qu'il y a comme du crayon, on dirait, sur l'écran. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est pas grave. On va vivre avec nos petites traces vertes sur l'écran. Je sais pas si vous la voyez, là, mais c'est correct. Parfait. Donc, avant de commencer à jaser bouffe, je sais pas on en est où avec la fibromyalgie. Tu sais, il y en a qui vont vivre avec depuis plusieurs années, il y en a pour qui c'est nouveau. C'est très, très multifactoriel, on va le voir aussi. Donc, je voulais quand même juste prendre un petit moment pour ben, la définir, en fait, avant de commencer à jaser bouffe avec ça. Donc, là, c'est le moment d'ouvrir vos micros si vous voulez ou d'écrire dans le chat, vous, comment vous la définissez, la fibromyalgie? C'est quoi cette affaire-là? C'est quelque chose qui nous court après Oui? depuis, ben dans mon cas, depuis de nombreuses années. Ça fait longtemps. Ouais. Euh, c'est sûr que l'alimentation, moi, je suis pas une sportive, mais la marche a fait une différence dans ma vie, les suppléments Ouais. aussi. Ouais. Donc, mais on se demande tout le temps, bon, est-ce qu'on doit absolument manger sans gluten tout le temps? Est-ce que, bon, vraiment. Ouais. Donc, comment on réussit à ce que ça soit plus facile, plus stable aussi, là, Mhm. Ouais. sans tout le temps. Bon, moi, je peux dire que c'est assez bien contrôlé, mais Ouais. quand les hanches bloquent, quand les genoux bloquent, quand les pieds veulent pas avancer, Mhm. j'ai mal au dos, c'est ça, le moment de Ouais. stand, là. Tu sais, c'est une réponse, c'est ben, tout à fait, puis c'est une réponse très hétérogène. Il y a bien des affaires qui se passent. Il y a l'activité physique, il y a la nutrition, il y a la gestion du stress, il y a la douleur aux pieds, aux hanches, à la marche. Il y a comme beaucoup de choses qui se passent. Je vois Sylvie qui lève la main aussi. Je te laisse aller. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde aussi. Euh, moi, ça fait vraiment longtemps aussi que je souffre de la fibromyalgie. Ça fait au-dessus de 30 ans. Et bon, ça a été très difficile au début, vraiment, là, pendant longtemps. Là, moi aussi, j'étais un peu comme Monique. J'ai fait toutes sortes de choses pour apprendre à vivre avec. Ouais. Puis moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est le yoga. Mais le yoga adapté, le yoga pour débutants. D'ailleurs, je l'enseigne, là. Je l'enseigne auprès des Ah personnes. oui! Oh Ouais, je suis wow! animatrice de loisirs, moi. OK. Oui, mais tu sais, j'aurais jamais pensé que j'aurais été capable de continuer à travailler parce que j'avais arrêté.
Puis, Mhm. à un moment donné, j'ai repris le travail, mais juste à 15 heures semaine. Ouais. Puis aujourd'hui, je suis capable de travailler 30 heures. OK. Fait que c'est Fait pas une que, c'est finalité, là. drôle, hein? Je vieillis, puis je suis capable plus. Puis, c'est ça. Ben, moi, tu sais, je vais avoir 65 ans cette année. Fait que je trouve que, ben, sans faire de publicité, tout ça, moi, je suis ambassadrice pour des produits qui m'ont Oui. sauvé la vie, tu sais, qui m'ont Oh, vraiment wow. sauvé la vie. Je prends des protéines, puis des vitamines et minéraux. Ouais. Et ça a été établi par un docteur. Ça fait au-dessus de cent Ouais. cinq ans que ça existe. Puis ça, là, ça m'a vraiment, là, mais tu sais, je veux dire, j'ai rebondi avec ça. Ouais. Mais Fait que ça a évidemment, changé la vie, là, bien évidemment. Là, oui, je vais mais ramener un petit peu, là, juste pour qu'on ait le temps de mais- jaser aussi, mais je te laisse faire la dernière phrase. oui, mais évidemment, j'ai une hygiène de vie saine Ouais. et le plus possible. Je fais des Mhm. petits encoches de temps en temps, mais quand même, moi, je l'ai essayé le sans gluten, puis c'est trop difficile. Mais Ouais, écoute, j'ai, à part que je triche de temps en temps, je prends pas de produits laitiers, le moins possible, parce que c'est ça qui me fait de plus de tort. puis on va voir vraiment beaucoup de choses aussi là, dans l'alimentation en contexte de fibromyalgie. Puis je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est que on la vit tous différemment aussi, là, cette Oui. condition-là. Les gens ont tous des symptômes différents aussi. Puis ça m'amène un peu à cette définition-là qui est très comme multifactorielle aussi. Fait que quand on essaie de définir la fibromyalgie, c'est très flou. Parce Hum, que même quand on va voir là, dans les sites officiels, on nous dit, ben, on sait pas trop c'est quoi la cause, comment ça se fait. Ça prend vraiment beaucoup d'années avant d'avoir un diagnostic. Donc, je vais essayer de mettre des mots là-dessus aussi. Donc, premièrement, maladie très complexe, multifactorielle. Quand on parle de multifacteurs, là, l'aspect psychosocial, la gestion de notre stress, notre anxiété a beaucoup à jouer dans la gestion des douleurs. Le sommeil est affecté, le oui, neuro est affecté, le fameux système nerveux central, les hormones le sont aussi. Puis récemment, depuis 2019, on a de plus en plus d'études aussi qui démontrent que le fameux microbiote, la flore intestinale, peut aussi jouer beaucoup, beaucoup sur la gestion du stress puis la gestion des douleurs. Fait que c'est super encourageant là, quand on pense à la nutrition là, en contexte de fibromyalgie. mais je trouve que ce qui est le pire, là, c'est quand on a une crise de fibromyalgie. Ouais. Ça, c'est ça qui est le pire, mais je trouve que moi, la température m'affecte. Aussi, c'est ça. Là, je L'humidité. les ai même pas toutes nommées, là, les facteurs, mais généralement, c'est ça. Ça vient jouer dans plusieurs endroits dans le corps aussi. Puis là, ben, je le remarque que parmi tout le monde qui est avec nous, c'est majoritairement des femmes. Puis ça répond beaucoup à la statistique aussi, où ça va être majoritairement des femmes qui va développer cette condition-là aussi. Puis, en bref, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le cerveau, il traite la douleur de façon différente que la normale. Donc, on a des neurotransmetteurs. Quand je parle de neurotransmetteurs, sérotonine, notre fameuse hormone de l'humeur, la noradrénaline, la dopamine, qui est la fameuse molécule du plaisir. Tout ça est comme un peu débalancé. On connaît pas trop le mécanisme derrière, on sait pas trop pourquoi, mais c'est ce qui fait en sorte que le seuil de tolérance à la douleur est très abaissé, 2 à 3 fois plus bas qu'une personne qui ne vit pas avec la fibromyalgie. Ça, ce que ça veut dire, c'est que des choses qui seraient supposées pas nous faire mal, ça fait mal. Et pourquoi? Ben, c'est à cause ce débalancement-là là, au niveau des neurotransmetteurs. Fait qu'on va voir un peu ensemble avec la nutrition, ben, comment qu'on fait pour venir moduler ces fameux neurotransmetteurs-là, là, finalement. Y a-tu des questions jusqu'à présent? Ça va bien? Vous pouvez me dire oui de la tête, j'envoie une coupe. Super. Désolée, Camille. Vas-y. Je voulais laisser un message. Je vois qu'il a la possibilité de jouer dans la présentation. Je Ben, vais... c'est ça, j'ai essayé de l'enlever, là. J'ai supprimé tous les dessins qui se faisaient, mais je sais pas trop comment enlever l'option. Mais moi non plus. Donc, je vais Ouais, demander aux gens qui sont présentes ouais. s'il vous plaît, de respecter la présentation, de ne pas interférer. Sinon, je vais être obligée de retirer la personne de la présence aujourd'hui. D'accord? Merci beaucoup.
Sinon, je suis quand même en mesure de le supprimer, les dessins, là. Je pense que c'est peut-être juste des erreurs, là. Fait que je vais le supprimer, puis pas de souci. Donc, ma prochaine question pour vous, c'est à main levée ou à thumbs up dans l'écran. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du concept de patient partenaire? Non? Ça dit pas grand-chose. En fait, je voulais vous le présenter parce qu'en contexte de fibromyalgie, c'est là où ça prend tout son sens. Où le patient, ben vous, en fait, là, vous êtes l'expert de votre maladie. C'est vous qui ressentez les symptômes. Et en contexte de fibromyalgie, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Oui, ah oui, parfait. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Tu sais, on disait que c'était une condition qui est multifactorielle. Ben, vous êtes autant l'expert que le physio, que la nutritionniste, que le médecin, que le médicament aussi. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse pour dire que, justement, ça vaut la peine de prendre en charge cette condition-là, puis ça prend vraiment son sens aussi parce que le traitement pharmaco à lui seul, là, toute seule, c'est pas souvent la solution miracle. Donc, ceci étant dit, on s'en va dans l'alimentation. Donc, plan de match aujourd'hui. Premièrement, ben, on peut pas parler d'alimentation sans parler de gestion du stress. Oui, patiente partenaire en clinique de la douleur. J'adore. J'ai vu dans le chat, là. Donc, effectivement, c'est vraiment important. Vous êtes vraiment les experts là, de tout ça. Puis, c'est encore un peu méconnu, là, la fibromyalgie. C'est la raison pour laquelle ça prend vraiment beaucoup de temps aussi à avoir le diagnostic. Donc, très intéressant. Merci d'avoir partagé. Je sais que c'est en message direct, fait que les autres, vous le verrez pas, là, mais je vous le dis. Donc, on va parler de gestion du stress, comment qu'on peut diminuer le stress via l'alimentation, via peut-être des suppléments. Après ça, ben, tout ce qui est rôle du microbiote, souvent on voit là, que les gens ont un côlon irritable. C'est un petit peu plus fréquent dans cette population-là là, de fibromyalgie. Donc, les ballonnements, les gaz, les inconforts, ben, qu'est-ce qu'on fait là, dans l'alimentation pour s'aider? Puis finalement, la fameuse phrase, je mange mes émotions. Comment ça peut être un petit peu plus délétère pour la santé? Oui, Monique. Juste une question comme ça. Est-ce qu'on va avoir accès à votre présentation? Je pense Ça pas m'est... que vous allez avoir accès à la présentation, mais je pense que vous allez avoir l'enregistrement. OK. Donc, il n'y aura pas un résumé de tout ça. Fait que je continue de prendre des notes. Oui, on prend des notes, si ça vous tente, OK. effectivement. Parfait. Merci. C'est bon? Ça me fait plaisir. Parfait. Donc, ça part. C'est difficile de gérer les trois écrans en même temps. OK, parfait. Donc, avant de parler d'alimentation, je pense que c'est important aussi de différencier qu'est-ce que le stress aigu du stress chronique. Sonia Lupien, là, qui est, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une pionnière là, dans tout ce qui est la gestion du stress au Québec. Elle a un laboratoire aussi. Ben, elle va comme définir les deux. Puis, c'est le fun aussi de penser que ben, le stress aigu, là, il n'est pas négatif pour la santé. Il est super utile. On en a besoin pour notre survie. On a une menace, il y a un système qui est mis en place par notre corps. Quand on est stressé, on se mobilise, on prend toutes nos réserves, la digestion se met sur pause, on a les mains moites, pardon, on est prêt. Ce qui commence à être un petit peu plus problématique, c'est quand ce stress-là, il revient, puis il revient, puis il revient, puis là, ça devient un stress chronique. Et c'est là où on voit là, vraiment des effets délétères pour la santé. Puis le stress qui est associé à la fibromyalgie, ben, c'est ce stress chronique-là. Il est prolongé, puis on n'en a plus de réserve, là, on n'a plus le temps de refaire nos réserves pour bien gérer le stress. Et là, c'est là qu'on devient comme très fatigué, qu'on devient épuisé aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ce stress chronique-là? Heureusement, avant ça, là, il y a beaucoup de mots scientifiques, de mots fancy, là. Je veux pas passer trop de temps là-dessus, mais pourquoi on met autant l'emphase, l'accent sur le stress en contexte de fibromyalgie? C'est que plus qu'on ressent le stress, plus qu'il va y avoir une grande perception des douleurs. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine de se pencher sur la gestion de notre stress en contexte de fibromyalgie. Je vais résumer ça en une phrase. Là, dans le fond, ça revient tout au fameux débalancement des neurotransmetteurs. Donc, quand on a un stress, il y a une réponse qui va libérer ce qu'on appelle les catécholamines, qui sont un peu, là, tu sais, ça peut être la noradrénaline, pardon. Et puis, ben, ces
voyons, catécholamines-là, pardon, qui vont être libérées, ben, généralement, elles s'en vont là, une fois que le stress est terminé. L'affaire, c'est qu'en contexte de fibromyalgie, on voit qu'il y a des enzymes qui fonctionnent pas tout à fait comme du monde, puis qui fait en sorte que ça, ben, ça reste très longtemps en circulation, puis on a comme une perception de stress prolongée. Alors, une douleur qui est prolongée aussi. Heureusement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du patron alimentaire méditerranéen, la fameuse diète méditerranéenne. Heureusement, on a quelques études là, qui ont commencé à faire leurs preuves là, dans la gestion du stress, de l'inflammation aussi là, par rapport à ce patron alimentaire-là. Donc, je vais vous en présenter une où elle n'est pas de très grande envergure. Là, on avait 42 personnes dans cette étude-là à qui on donnait on avait 84 personnes, 42 à qui on donnait une belle diète méditerranéenne. On leur donnait 5 repas par jour, on leur donnait des grains entiers, des fibres, des bons gras, des protéines. Je vais faire une petite parenthèse aussi là, sur les produits laitiers. Si on est intolérant au lactose, c'est sûr que ça va amplifier nos douleurs, ça peut nous donner plus d'inflammation. Par contre, pour les gens qui sont pas intolérant au lactose, ça ne devrait pas être inflammatoire. C'est pas quelque chose qui est néfaste pour la santé. C'est pas nécessairement quelque chose qui va augmenter les douleurs non plus. C'est la même chose pour le gluten. Donc, quand on est quand on est intolérant, oui, ça peut donner une réponse inflammatoire, mais la majorité des gens ne sont pas intolérants au gluten. Puis, il y a vraiment beaucoup de positifs à aller chercher d'autres choses dans l'alimentation qui est peut-être un petit peu moins restrictif là, que de stopper au complet nos produits laitiers puis notre gluten. Je vais en parler un petit peu plus longtemps dans les prochaines diapositives, mais c'était ma petite parenthèse par rapport à ça. Donc, bref, on leur a donné cette belle diète méditerranéenne-là, puis après 4 semaines, 2 mois par contre, ils nous ont rapporté que la douleur était moins handicapante, c'était plus facile d'aller faire notre activité physique, c'était plus facile d'aller au travail, et il y avait une réduction quand même significative là, des symptômes reliés à l'anxiété, au stress, à la dépression et à la fatigue. Alors, ça reste une petite étude, mais c'est très encourageant. Donc, on va se pencher là-dessus. C'est quoi cette belle diète méditerranéenne-là? Si vous la tapez sur Google, vous allez probablement voir cette pyramide-là. Donc, la base, ce qui est à la base de la pyramide, c'est ce qu'on veut en grande quantité. Et ce qui est en haut de la pyramide, c'est ce qu'on veut limiter là, le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'on l'enraye au complet de notre alimentation, mais ça vaut la peine là, quand même de la diminuer tranquillement, pas vite. Donc, si je pour faire ça en bref, là, on met l'accent sur les sources végétales. C'est vraiment ça. Donc, produits céréaliers à grains entiers. Encore là, on va en parler un petit peu tantôt. Les fruits, les légumes. Je sais que c'est pas facile l'hiver au Québec d'aller chercher une belle variété de fruits et légumes. Moi, j'ai pas de problème que ce soit en conserve, que ce soit surgelé, que ce soit frais. Le plus qu'on peut aller en chercher, le mieux ça va être là, pour aller chercher nos fameux antioxydants. Après ça, on va mettre l'accent sur les bons gras, les huiles de caméline, de canola, d'olive, les fameux poissons et les fameux produits laitiers aussi, là, qui sont quand même à considérer de façon quotidienne. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une source de protéines qui est très, très, très facile à aller chercher. Un yogourt grec, un verre de lait 0,2%, c'est des protéines. À quoi ça sert les protéines? Ben, ça sert à aller chercher un niveau d'énergie beaucoup plus soutenable dans notre journée. Fait que déjà qu'on passe des nuits pas super avec la fibromyalgie, ben, si on peut s'aider là, justement à aller chercher un niveau d'énergie plus soutenable dans le temps, ça va nous aider. Oui, je vois aussi les légumes en conserve ont un haut taux de sodium, 100%. Par contre, on peut tout simplement les rincer avant leur utilisation. Fait que des fois, ça peut être un petit peu plus accessible là, pour les gens d'aller chercher en conserve. Même chose pour les fruits en conserve. Souvent, ça va être dans du sirop léger. Vous pouvez juste tout simplement rincer pour enlever l'excès de sucre puis de sodium. Puis ça va quand même compter là, dans votre apport en vitamines. Donc, produits laitiers, c'est ça, protéines. Puis après ça, ben, si on a trop mal pour faire du sport, pour bouger, pour entretenir nos muscles, ben, on est plus à risque aussi d'ostéoporose. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi là, au niveau de la fibromyalgie ou avec l'âge aussi. Fait que la majorité du calcium qu'on peut aller chercher, ben, c'est dans nos produits laitiers.
en autant qu'ils soient maigres, parce qu'effectivement, plus que c'est des produits laitiers qui sont très, très riches en gras, ben, c'est le gras qu'on appelle saturé, là, le gras un petit peu moins bon, là, plus délétère pour la santé. Après ça, ben, si on s'en va à la pointe de la pyramide, ce qu'on veut limiter finalement, là, c'est le fameux sucre ajouté, sodium ajouté, puis mauvais gras. Ça va jusqu'à présent? Parfait. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Voici quelques substitutions, des petits exemples de substitutions qu'on peut faire de façon plus régulière pour se rapprocher tranquillement pas vite d'une diète méditerranéenne. Puis ça, c'est un sujet de conversation qui revient très, très, très souvent aussi là, en consultation. Changer du tout au tout du jour au lendemain, ça fonctionne pas toujours. Fait que moi, je vous recommande tellement, tellement, tellement de prendre un petit changement à la fois, de voir une affaire qui peut-être peut être à améliorer dans votre alimentation puis aller par petits pas. C'est tellement, tellement plus motivant aussi. Donc, voici des exemples de petits pas. Si je commence vers le haut, dans les jus, boissons gazeuses, café, du commerce aromatisé, spécialisé, ben c'est sûr que ça va nous amener beaucoup de sucre ajouté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là, sur notre site web, on a un bel article là, sur comment aller chercher des boissons aromatisées sans sel ajouté, sans sucre ajouté. Donc, utiliser des fruits, des agrumes, des herbes fraîches aussi, comme la menthe, le basilic, surtout en été, on va se le dire, là. Ben, c'est quelque chose de super le fun pour aller s'hydrater sans nécessairement aller chercher beaucoup de sucre là, ajouté qui ont tendance à être plus inflammatoires là, au niveau du microbiote surtout. Sinon, je vais vous donner un exemple concret. Là, moi, l'autre fois, j'étais allée me chercher un petit matcha au Starbucks. Puis là, j'ai fait l'exercice de demander ben, combien de pompes de sucre ils mettent dans le matcha. Puis elle m'a répondu 4 pompes. Puis là, ben, j'étais allée voir sur Internet qu'est-ce que 4 pompes de sucre. Et ça me donnait un beau 24 grammes de sucre. Ça, c'est comme un 6 petits sachets. Donc, tes tisanes, avec des points d'interrogation. Je sais pas ce que la personne veut dire dans les commentaires, mais dans le fond, quand on parle de thé tisane non sucré, fait que juste les petits sachets. C'est sûr que si on ajoute du miel à l'intérieur ou des sachets de sucre, ben là, ça devient comme une boisson plus sucrée. Je sais pas si ça répond à la question, là, finalement. Donc voilà. Donc 6 petits sachets de sucre dans le fameux matcha, ben peut-être qu'un exemple concret de petits pas, ça serait de faire, ben prochaine fois que je m'en vais au service à l'auto, je vais demander 2 pompes plutôt qu'une, puis je vais habituer mes papilles gustatives à aimer le moins de sucre, le goût moins sucré. Ça a du sens, ça? Parfait. Ensuite, quoi d'autre qu'on peut faire? Ben là, quand on parle de gras saturé, je vais vous donner un petit truc là. Gras saturé, c'est le gras qui va être solide à la température ambiante. Fait que du gras qui est sur de la viande rouge, dans les produits laitiers, fromage, beurre, la graisse Crisco, huile de palme, c'est tout solide à la température pièce. Et ça, ben c'est notre gras qui est saturé ou celui qui va s'accumuler un petit peu plus là, au niveau de nos artères. Fait que dans la diète méditerranéenne, on veut s'en aller dans les autres sources de gras. Fait que switcher du beurre à la margarine, ben on va déjà chercher un petit peu plus de gras insaturé. Encore mieux si on peut aller chercher de l'huile d'olive. Je vais revenir à la question aussi là, pour le sirop d'érable et le miel. Le sirop d'érable et le miel, oui, effectivement, là, c'est plus naturel. Ça vaut la peine pour encourager les achats locaux. Effectivement, il y a plus de vitamines, il y a plus de minéraux que dans du sucre blanc, on se mentira pas. Par contre, pour que ça ait un effet vraiment, un vrai impact là, sur notre corps, il faudrait manger des tasses et des tasses de sirop d'érable. Fait à la fin de la journée, pour la consommation de sucre qu'on recommande, qui est le moins possible, on voit pas tant la différence là, entre la cassonade, la mélasse, le sucre blanc, le sirop d'érable. Donc, allez-y vraiment avec ce que vous aimez, ce que vous préférez au niveau du goût. Mais le cerveau, lui, là, que ce soit du sucre blanc ou du sirop d'érable, pour lui, ça fait la même job. C'est du sucre. Qu'est-ce que le farro? Le farro, c'est un grain entier, dans le fond, fait que c'est une des céréales les plus anciennes. Là, malheureusement, là, il est de moins en moins disponible en épicerie. Avant, on le trouvait quand même facilement dans les magasins en vrac, là, chez Bulk Barn. Là, maintenant, ça dépend. Ça dépend vraiment des régions, donc je pourrais pas vous dire là en Estrie, mais le farro, c'est une céréale entière, fait un peu comme le quinoa, le boulgour, le sarrasin, le blé entier.
Fait que ça vient aussi à mon point d'aller chercher des grains entiers. Là, je vais vous le montrer un petit peu plus tard aussi. Quand on voit le pomme de terre, pain, pâte, riz blanc, ben, essayons d'aller chercher leur version à grains entiers ou pour les pommes de terre, ben, gardons la pelure, par exemple. Après ça, pour tout ce qui est yogourt, produits laitiers, on peut aller chercher là, du 0 à 2% de matière grasse. Ça fait bien la job. Puis sinon, pour les fromages, moi, je recommande là, un 20% et moins. À 20% et moins de matière grasse, on va quand même là, se chercher, on va quand même diminuer drastiquement l'apport en gras saturé dans notre alimentation. Pour vous donner une petite idée, là, Petit Québec, Saputo ont des 19-21%. Sinon, le Bergeron qui est disponible chez Costco là, avec la cire rouge, lui, je pense qu'il est à 6%. Il y en a un à 12% aussi. Fait que c'est quand même facilement trouvable, là, les fromages à 20% et moins. Encore là, pas obligé d'aller dans du Allegro, là. On peut aller se payer à la traite avec un Oka à 19%, puis ça va faire la job aussi. Ensuite, pour tout ce qui est viande rouge, poisson, protéines végétales, je passerai pas beaucoup de temps là parce qu'on a une belle section là-dessus aussi. Est-ce qu'on peut, l'on peut consommer le riz sauvage noir dans cette diète 100%? Le riz sauvage, dans le fond, c'est le grain en entier. Si on n'aime pas ça ou qui est un petit peu plus cher, ben on peut ajouter du riz sauvage dans notre riz blanc. Ça peut être une façon là, de tranquillement, pas vite, aller chercher là, des grains entiers. D'ailleurs, la raison pourquoi on parle tout le temps là, de pain brun, pâte brune, riz brun, tout ça, ben l'affaire, c'est que quand on cueille un grain là, dans la nature, il y a trois sections. Il y a le son, l'amande et le germe. Le son et le germe du grain, c'est vraiment là où on va chercher tout l'aspect nutritionnel. Donc, les fibres vont être là, les protéines, les vitamines, les minéraux, les bons gras, les antioxydants. Vraiment, tout ce qu'on veut là, au niveau de la santé, ça va se retrouver dans ces deux sections-là. L'affaire, c'est que quand on raffine un grain, ben, il nous reste juste l'amande. Fait qu'il nous reste juste la section fécule, amidon. Pas beaucoup de fibres, pas beaucoup de vitamines, de minéraux, de protéines. Donc, c'est la raison pour laquelle on martèle tout le temps d'aller chercher du pain brun puis des pâtes brunes. Si on n'aime pas les pâtes brunes, il y a toujours l'option de faire un moitié-moitié ou sinon, de plus en plus, il y a des belles pâtes à base de légumineuses à l'épicerie. Puis j'ai vu cette semaine d'ailleurs chez de la marque Catelli, ils ont des belles, les boîtes jaunes. C'est des pâtes blanches là, qui goûtent vraiment comme une pâte blanche, mais c'est fait à base de légumineuses. Fait que ça va vous donner beaucoup, beaucoup de fibres, beaucoup de protéines aussi. Fait que de plus en plus, je pense que le commerce, tu sais, les épiceries nous écoutent, les industries nous écoutent, puis ils nous donnent des produits un petit peu plus riches en grains entiers. Voilà. Ensuite, par rapport, de façon concrète, ça, c'est trois exemples de recettes qu'on a, là, tout bonnement comme ça, mais c'est juste pour vous donner une idée de pourquoi finalement ça s'inscrit dans une approche méditerranéenne. Donc, si on va voir finalement les bouchées croquantes choco-arachide. Ben là, on se rappelle que diète méditerranéenne, on veut diminuer le sucre ajouté, le mauvais gras et le sodium. Puis au contraire, quand on parle de ce qu'on veut aller chercher en grande quantité, ben ce sont les fibres, les antioxydants, puis les bons gras. Ça, c'est les trois choses qu'on veut aller chercher dans la diète méditerranéenne. Donc, si on regarde les ingrédients de cette recette-là, ben là, on me donne le beurre d'arachide naturel, les arachides rôtis à sec non salés. Fait que nécessairement, je vais diminuer mon apport en sel, je vais aller chercher des bons gras là-dedans. Et ben notre petit ingrédient miracle là-dedans, ben, c'est la PVT ou la protéine végétale texturée. Est-ce que vous connaissez? À main levée? Oui, je vois des petites mains levées des fois. En fait, là, la protéine végétale texturée, c'est du soya qu'on a déshydraté, puis tout ce qu'on a gardé à l'intérieur, là, c'est vraiment les fibres et les protéines. Fait que c'est très, très, très nourrissant. C'est pas cher, puis c'est vraiment très, très versatile. Il y en a qui vont l'utiliser pour remplacer le bœuf haché quand on veut diminuer tranquillement, pas vite, là, la viande rouge. Fait que dans un pâté chinois, une recette de fajitas, de tacos, peu importe, ça se réhydrate là, vraiment facilement. Mais ça s'utilise beaucoup aussi sec dans un mélange à crêpes, à muffins, dans un gruau, par exemple. Donc là, c'est ce qu'on a utilisé pour aller monter les fibres, monter les protéines.
Ensuite, si on s'en va vers le fameux trail mix, là, le mélange de randonneur ici en haut à droite, vous allez voir qu'il est faible en FODMAP. Ça, c'est pour les personnes qui ont un intestin un petit peu plus irritable ou la digestion est plus difficile. Sachez que sur notre site web, on a beaucoup de filtres pour filtrer les recettes, justement, puis le faible en FODMAP, c'en est un. Donc, si jamais vous êtes accompagné là, d'un ou une nutritionniste ou vous faites ça tout seul, mais vous voulez voir un peu qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans la digestion, ben, sachez que le faible en FODMAP peut être un filtre à aller chercher pour avoir des recettes un petit peu plus douces pour les intestins. Donc, dans les ingrédients, qu'est-ce qu'on a qui se rapproche de la diète méditerranéenne? Ben, l'huile végétale, on peut prendre de l'huile de canola, par exemple, qui est riche en oméga 3. Après ça, les fameuses edamame, les fèves de soya. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut les acheter là, déjà sans l'écorce en congelé. Donc, les petites fèves vertes, c'est très, très riche en protéines puis en fibres. Puis, c'est des super belles collations. Si ça vous tente pas de les faire cuire à la maison comme ça, je sais qu'ils en vendent des déjà croustillantes, déjà rôties, là, ça s'appelle des Go Beans. C'est une marque québécoise aussi. C'est Jimmy Sévigny, je pense, qui fait ça. Donc, s'il y en a qui connaissent dans la salle. Ensuite, ben, on va chercher nos bons gras, finalement, des graines de citrouille, les noix de Grenoble, les graines de tournesol. On voit un peu la roue qui tourne, là, si je pourrais, tu sais, si on était pour se faire une liste d'épicerie qui est comme plus à la méditerranéenne, ben c'est sûr que j'ajouterais de la protéine végétale texturée, j'ajouterais des noix, j'ajouterais des graines, j'ajouterais de l'huile végétale. Donc, on voit un peu, on s'en va où avec ça. Finalement, le dernier ici, le millet à la marocaine, ben, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la petite pyramide là, que je vous ai présentée tantôt, mais les épices ont vraiment leur place. Puis la raison pour ça, c'est pour essayer de réduire finalement le sel. Dans nos repas typiquement québécois, il n'y en a pas énormément d'épices d'ailleurs. Donc, ça peut valoir la peine sur nos sites web là, de recettes d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, quel genre de mélange d'épices on utilise aussi. Le cumin, le curcuma va revenir beaucoup là, dans le Moyen-Orient, les recettes indiennes aussi, le gingembre, la cannelle. C'est des épices qui sont très, très, très goûteuses, puis ça nécessite pas nécessairement autant de sel. Donc, quand on veut faire nos sauces maison, nos recettes maison, ben, ça peut valoir la peine de faire le plein d'épices à l'épicerie. Puis après ça, ben, ça dure vraiment longtemps aussi là, dans notre armoire à épices. Donc, c'est vraiment pas perdu et c'est tellement bon, effectivement. Donc, puis même quand on... Oui, effectivement. Donc, ça vaut la peine d'aller voir là, les recettes d'ailleurs, qu'est-ce qui se fait parce qu'on n'est pas les plus utilisateurs d'épices dans nos mets typiquement québécois. Je parle d'épices, mais on parle aussi de fines herbes, là, basilic, origan, menthe, tout ça. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller voir. C'est super goûteux aussi. Donc voilà pour les exemples concrets de recettes méditerranéennes. Ben, avant de passer à l'autre étape, je serais curieuse de voir, là, on a du temps quand même. Est-ce que vous en avez des idées de mélange d'épices? Ça peut être dans les commentaires aussi, ou est-ce que vous avez des recettes ou des sites qui vont vous donner des recettes méditerranéennes que vous aimeriez partager aux autres? Correct. Oui, vous Ben, pouvez moi, googler faible en FODMAP et trouver des recettes, effectivement. Sinon, sur notre site web directement. Oui, Monique? Ben moi, j'ai suivi à un moment donné une, c'est une Française, là, mais c'était basé sur la diète du docteur Fong dont vous avez parlé tantôt, là, je me souviens plus. C'est que c'est justement de faire de rajouter des épices qui donnent de la chaleur au niveau du microbiote. Ouais. Euh, Puis là, je viens de finir avec un naturopathe, un reset là, que j'ai bien aimé. Fait que c'est ça, dans les smoothies, on rajoutait de la cannelle, mais on pouvait Ouais. mettre
cardamome, on pouvait mettre de la muscade, Ouais. on pouvait même, j'ai même fait un smoothie avec du curcuma puis du gingembre, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai C'est trouvé ça bon, hein? super bon. Et parce que bon, on est en hiver, c'était quand même un produit froid, mais Ouais. le fait de mettre ces épices-là, ça créait de la chaleur au niveau du système digestif, là, fait que c'était très Ben, nourrissant. c'est aussi, oui, effectivement, puis c'est aussi pour aller chercher de la variété. On va en parler là, du fameux microbiote tantôt, mais c'est super important de varier aussi. Mais oui, le fameux curcuma, là, il y a aussi des propriétés anti-inflammatoires, fait que ça vaut la peine de l'ajouter un petit peu partout, des fois dans nos smoothies, des fois dans nos recettes. Effectivement, poivre, curcuma, effectivement, gingembre, ça fonctionne super bien aussi. Fait que oui, merci du partage. Fait qu'il y a plein de belles idées. Ensuite, on peut pas parler de la diète méditerranéenne sans parler de poisson. Par contre, pour être honnête, il y a beaucoup de mes clients qui me disent, non, moi, le poisson, là, ça rentre pas chez nous, j'aime pas ça. Donc, j'aimerais juste peut-être vous présenter quelques freins qui reviennent souvent en consultation, puis essayer de vous donner des petites solutions pour l'apprivoiser tranquillement, pas vite. Qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, la façon d'apprivoiser un nouvel aliment, c'est pareil, c'est de l'exposition. On n'a pas le choix de s'exposer, d'essayer plusieurs recettes, peut-être plusieurs mélanges d'épices aussi. Ça vaut la peine. Un vraiment bon point aussi, Mélanie, là, beaucoup d'épices ne sont pas recommandées pour ceux qui ont des problèmes d'hypertension parce que, effectivement, tout ce qui est mélange d'épices déjà fait, souvent, ils vont ajouter du sel. Donc, juste regarder les ingrédients, de qu'est-ce qu'ils ajoutent, puis ça vaut la peine de faire nos propres mélanges d'épices. Mais quand on parle d'épices, ce n'est pas, c'est pas hypertenseur, là. C'est vraiment le sel qui va faire de l'hypertension. Fait que quand c'est juste du gingembre, juste du curcuma, juste du cumin, de l'ail, tout ça mélangé ensemble, c'est pas hypertenseur, là. Ça vaut la peine, mais c'est vrai que les mélanges genre épices à steak, c'est certain, là, qu'il va y avoir beaucoup de sel. Je reviens au poisson. Poisson, si c'est l'odeur qui vous dérange, allez-y en papillote avec du papier alu ou à l'été, peut-être sortir le barbecue, ça peut aider. Sinon, au niveau du goût, moi, je suis une grande fan du yogourt grec pour aller chercher dans les sauces, là, utiliser le yogourt grec nature, c'est très versatile. Une petite sauce justement au curry, moitié mayo, moitié yogourt grec, ça permet d'aller chercher un petit peu plus de protéines aussi, de nous donner un repas qui est un petit peu plus soutenant. Sinon, ben, faire mariner ces poissons aussi, faire des marinades congelées. Des fois, ça peut prendre le temps de mariner un petit peu plus aussi. Enfin, texture, je vais comme le mettre ensemble, mais essayez différents types de plats, différents types de textures. Les fameuses croquettes, souvent, c'est ce qui passe le mieux, là, vraiment, pour introduire le poisson, parce qu'il y a souvent d'autres textures avec. On va soit mettre des flocons d'avoine, des noix, de la panko, certains légumes, du fromage. Donc, ça permet d'aller chercher là, d'autres goûts que juste le poisson. En gratin, même principe aussi. C'était mes petits trucs pour essayer de l'adopter là, pour ceux qui ne trippent pas trop poisson. Pourquoi c'est important de parler de poisson? Ben, on va parler d'oméga 6, oméga 3. C'est-tu pas assez mélangeant, les oméga 6 et les oméga 3? On en entend parler beaucoup. C'est difficile de savoir là, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, pourquoi on en parle. En fait, là, faut savoir que dans le poisson, ben, il y a beaucoup d'oméga 3, puis il y a une forme d'oméga 3 qui est très facilement absorbée par le corps. Donc, c'est la raison pourquoi on veut aller en chercher en plus grande quantité. Quand on parle d'acides gras essentiels, là, c'est des oméga 6 comme des oméga 3. Ça veut dire que nous, dans notre corps, on n'est pas capable d'aller en produire, donc on doit absolument aller en chercher dans l'alimentation. Le problème, ben, c'est pas un problème à la base, mais c'est devenu un problème avec notre type d'alimentation nord-américain. Les oméga 6 puis les oméga 3, ils ont comme un effet contraire, là. Fait que les oméga 6 vont être pro-inflammatoires, les oméga 3 vont être anti-inflammatoires. L'inflammation, là, c'est pas mauvais en soi. C'est normal d'avoir de l'inflammation dans notre corps. Quand on a un trauma, une blessure, il nous faut une réponse inflammatoire. Par contre, le problème, c'est quand le ratio oméga 6, oméga 3, il est comme très débalancé. C'est là où on peut aller regarder plus d'inflammation dans le corps de façon chronique. Quand on regarde la diète méditerranéenne, ce qu'on conseille, c'est un ratio de 3 pour 1. Fait que 3 oméga 6 pour 1 oméga 3.
Réalistement, là, au Canada, on est plus vers le 16 pour un. En Amérique du Nord, on est plus vers le 20 pour un. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oméga 6 contrairement à la consommation d'oméga 3 et c'est ça qui est délétère un petit peu plus pour la santé. Comment je fais pour ramener ce ratio-là? Ben, soit que j'augmente ma consommation de poisson ou d'oméga 3 ou tranquillement, je diminue ma consommation d'oméga 6. Plus que je cuisine maison, généralement, moins je vais avoir d'oméga 6 dans mon alimentation parce que les oméga 6 sont beaucoup, beaucoup dans les produits ultra transformés. Donc, huile de tournesol, huile de soya, huile de maïs, dans les viandes, dans les pâtisseries, les viennoiseries, c'est vraiment là où on va en trouver en majorité. Ça va jusqu'à présent? On me suit toujours? Parfait. Donc, le fameux pouvoir des oméga 3, ben, on sait là, que ça peut vraiment aider au niveau de la gestion du stress, au niveau de la mémoire, au niveau de l'inflammation dans le corps aussi. Donc, idéalement, si on peut manger le plus possible des poissons gras, tu sais, saumon, hareng, maquereau, truite, sardines, anchois, là, c'est sûr que ces deux derniers-là sont quand même plus salés, par exemple, là, fait qu'une fois de temps en temps, mais ça vaut la peine parce qu'on va aller chercher nos oméga 3 qu'on appelle les EPA et DHA. Ça, c'est comme très, très mélangeant là, quand on parle d'oméga 3, mais si jamais vous avez déjà pris des suppléments d'oméga 3, c'est souvent ça là, que vous allez retrouver sur la liste des ingrédients. C'est les oméga 3 qui proviennent du règne animal. Après ça, mettons là, qu'on n'est vraiment, vraiment pas capable de manger du poisson, au moins si on peut aller compléter avec les oméga 3 qu'on appelle des AAL, ben ça, c'est un type d'oméga 3 végétal, mais à partir des AAL, on est quand même capable de venir produire une petite quantité d'oméga 3, les deux autres groupes de 3 lettres que je vous ai nommés. On est capable d'en créer là, à partir des sources végétales. Pour vous donner une idée concrète, une cuillère à soupe de graines de lin moulues qu'on garde au congélateur, ça va vous donner vos besoins en oméga 3 journaliers. Donc, je pourrais ajouter ma cuillère à soupe saupoudrée sur une toast, je pourrais la mettre dans mon gruau, dans un potage, dans mes smoothies aussi. Sinon, ben là, si ça coûte pas les yeux de la tête, là, les noix de Grenoble, ça peut être aussi une source d'oméga 3 si on en mange 14 dans une journée. Fait que là, ça dépend vraiment de si elles sont accessibles aussi. Sinon, ben, il y a certains produits, là, il n'est pas écrit sur la diapo, mais il y a certains produits qui vont venir, qui vont justement enrichir en oméga 3. Les œufs, la margarine, c'est des trucs qu'on peut trouver aussi enrichis en oméga 3. Je continue. Donc, est-ce qu'un supplément d'oméga 3 est nécessaire en contexte de fibromyalgie? Il n'y a pas vraiment d'évidence là, pour vous le conseiller. Donc, en fonction de ce que je viens de vous dire, si on est quelqu'un qui mange pas beaucoup de fibres, pas beaucoup de sources d'oméga 3, qui mange pas de poisson non plus, peut-être que ça pourrait être bénéfique. Il y a une toute petite étude là, qui a regardé là, des grandes doses d'oméga 3, fait qu'un supplément de 2500 mg par jour pendant 4 mois, puis on a vu que ça pouvait diminuer le niveau de cortisol, qui est notre fameuse hormone du stress. Ceci n'est pas une recommandation officielle, mais je voulais juste vous le partager. Ça peut être à considérer, là. Oui, c'est bon pour l'humeur, exactement. Ensuite, deuxième chose, je vais quand même avancer là, pour qu'on ait le temps aux questions aussi, le fameux microbiote. Donc, on a vu là, dans les dernières années la littérature émerger à ce niveau-là, puis on suggère justement que la santé de notre microbiote pourrait vraiment jouer un rôle là, dans la gestion de nos symptômes, de fibromyalgie. Là, je vois, il y a quelqu'un qui n'est pas capable de voir les diapos. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Ça va? Vous le voyez? OK, je vais continuer, puis je pense que Camilla va probablement s'organiser avec ça, là, juste pour qu'on ait le temps de terminer. Donc, microbiote, avant de vous présenter le microbiote, c'est quand même un bon lexique là, à présenter pour bien le comprendre. Le microbiote, là, c'est comme la flore intestinale, c'est vraiment un synonyme. C'est l'ensemble des micro-organismes qui sont dans nos intestins, donc bonnes bactéries comme moins bonnes bactéries. On va parler de dysbiose quand il y a vraiment un déséquilibre entre ces bactéries-là, fait que la flore est tout débalancée. Ça s'appelle une dysbiose. Les probiotiques, donc en haut à gauche ici, les probiotiques, ce sont les organismes vivants, les bonnes bactéries qui viennent nous aider au niveau de notre santé. Comment je fais pour entretenir les bonnes bactéries dans mon intestin? Ben, je vais manger des prébiotiques. Prébiotiques, c'est un mot fancy pour dire des fibres alimentaires.
Les postbiotiques, je m'attarderai pas à ça aujourd'hui, mais ça commence à être de plus en plus populaire aussi. Ça pourrait avoir là, des bienfaits au niveau de la santé digestive. Puis finalement, les fameux antibiotiques, ben ça, c'est ceux-là qui nuisent à la survie des probiotiques. C'est la raison pour laquelle quand on a une bactérie, une infection, puis qu'on prend des antibiotiques, ben souvent on va recommander de prendre une petite round de probiotiques par la suite là, pour repopuler de bonnes bactéries nos intestins, notre flore intestinale. Donc, on dit souvent que le microbiote, c'est comme notre deuxième cerveau. Et fun fact, si on était pour rassembler tous les micro-organismes qui vivent dans notre microbiote, ça pèse 2 fois plus que notre cerveau. Donc, c'est très intéressant, moi, je trouvais. Bref, on le sait là, qu'un un microbiote en santé peut venir réguler la réponse au stress, la réponse aux douleurs, à l'immunité, là, la fameuse fonction immunitaire. Par contre, il y a plusieurs choses qui viennent impacter le microbiote puis qui viennent le débalancer. Le fameux stress chronique en est un. On revient toujours à ça, on s'entend. Une alimentation pauvre en fibres aussi en est un. Je parlerai pas des autres parce que je vais tout le nommer dans les prochaines diapositives, mais si on est là pour le nommer, l'alimentation pauvre en fibres, c'est vraiment très, très important là, à se rappeler. Puis en contexte de côlon irritable, bien souvent on a peur des fibres. Donc on est comme pogné dans un cercle vicieux aussi. Donc ça vaut la peine de le travailler, vraiment. Donc, je vais vous présenter trois probiotiques là, qui ont eu des effets quand même assez pertinents là, dans la population qui vivent avec pas nécessairement la fibromyalgie, là, par exemple, c'était plus pour la gestion du stress, donc la Bifidum longum, pendant 4 semaines, pas 4 secondes, my God. On a vu justement que ça nous aidait à réguler les émotions négatives là, au niveau du cerveau, puis ça nous aidait à réduire le fameux pic de cortisol après un stress aigu. Alors, ça pourrait aider la perception du stress au quotidien. Sinon, vous avez la fameuse marque Align, ici que vous voyez souvent là, à la pharmacie, sont très populaires. Cette bactérie-là, Bifidobacterium infantis, on a fait aussi une étude. Encore là, c'est pas des grosses études, c'est pas des gros échantillons, donc à prendre et à laisser là, pour les probiotiques. Mais là, on a regardé justement pour les cas de fatigue chronique. Et ça aussi, ça pouvait aider à la gestion de l'humeur, à la gestion du stress, puis aux symptômes dépressifs. En fibromyalgie, il y a vraiment pas beaucoup d'études là, pour l'utilisation des probiotiques. Il y en a eu une que je peux vous présenter ici, où est-ce qu'on a donné toutes ces bactéries-là. Fait que le Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces boulardii, fait que c'est vraiment beaucoup. Et on a vu là, une réduction du score d'anxiété, de dépression, réduction des douleurs. Si je peux vous dire un mot là, sur les probiotiques, faudrait qu'on fasse des cultures de sel à tout le monde là, pour savoir c'est quoi nos bonnes bactéries qu'on a dans les intestins. C'est vraiment très complexe. Fait que ça se peut que ça fonctionne pour quelqu'un puis que ça fonctionne pas pour quelqu'un d'autre parce qu'on a tous une flore intestinale très, très, très différente. Puis on a besoin de plus d'études vraiment là, pour pouvoir le recommander. La bonne nouvelle, c'est que je suis là pour vous présenter des aliments qui vont vous donner des probiotiques. Fait que les probiotiques, là, on peut aussi aller les chercher dans l'alimentation par les fameux aliments fermentés. Donc, le kimchi, le kéfir, je vais vous montrer les images ici, là. Fait que le kéfir qu'on peut acheter en bouteille, on pourrait mettre dans les smoothies. Le fameux kombucha aussi, qu'on peut mettre en remplacement d'un petit drink, là, si on veut diminuer l'alcool, ça peut aider aussi. Le fameux kimchi qu'on peut mettre en garniture, là, sur nos plats. Donc, tout ce qui est fermenté va nous donner des bonnes bactéries, des probiotiques. Le tempeh, qui est un produit de soya, en est un aussi. On a une belle recette de Sloppy Joe au tempeh sur le site web si jamais ça vous intéresse. Donc voici pour les probiotiques. Ensuite, on parlait tantôt de prébiotiques, donc la fameuse nourriture pour entretenir nos bonnes bactéries. Là, sortez vos micros ou vos commentaires. Selon vous, combien qu'on mange de grammes de fibres dans une journée, nous, les Canadiens? On sait pas? Beaucoup, pas beaucoup? Moi, je regarde Monique parce que c'est la seule que je vois sur mon écran. Pas beaucoup. Hmm.
pas beaucoup. On n'a Ben pas assez de fibres dans notre alimentation, donc ça crée de la constipation, ça crée toutes sortes de problèmes. sortes de problèmes. Vous Donc, avez bien raison, pas beaucoup. En fait, là, le Canadien moyen, il mange 14 grammes de fibres par jour. Pour vous donner une petite idée, là, les femmes, on a besoin de 25 grammes et les hommes ont besoin de 38 grammes. Fait qu'on en mange moins là, que presque la moitié, tout dépendant d'on est où. Puis en clinique, là, en consultation, moi, j'ai vu des effets vraiment plus bénéfiques plus qu'on augmente les fibres. Fait que 25, là, c'est le strict minimum. Mais on aimerait ça aller un petit peu plus haut. Donc là, moi, je vais vous donner des petits trucs aujourd'hui pour faire en sorte qu'on augmente un petit peu les fibres ou qu'on améliore un peu là, le microbiote. Ça vous tente? Oui, oui. Bon, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète? Premièrement, les fameux édulcorants, les faux sucres, stevia, sucralose, aspartame, c'est pas nécessairement mauvais pour la santé. Par contre, dans les études, on a vu que ça pouvait altérer le microbiote. Donc, quelqu'un qui mange beaucoup, beaucoup de ces produits transformés-là avec des édulcorants, ça pourrait venir jouer là, dans l'équilibre entre les bonnes, les mauvaises bactéries. Oui, c'est lui. Ah, ben, c'est juste que j'avais marqué 60. Moi, je mange quand même pas mal de fibres, là, tu sais. Puis, j'ai dit, mon Dieu, vraiment, je connais pas ça, tu sais. 60. Ben, c'est bien correct, mais 60, on aurait le droit, là, tu sais, au sens où plus j'en mange, mieux je vais me porter, là, souvent, à moins qu'il y ait des Ouais. conditions Mais il particulières. faut boire beaucoup d'eau parce qu'il y a des gens Eh qui vont oui, manger des fibres, puis ça reste tout pogné. Ils disent, ah, je ben mange c'est des fibres, puis ça. je vais pas aux toilettes. Ben oui, mais Exactement, faut exactement. boire, Je là. veux juste dire, je me permets de continuer un petit peu plus parce que je répondais aux questions au fur et à mesure, là. Fait que, Oui. au pire, je pourrais rester à la fin, là, si jamais il y a quoi que ce soit, mais Non, je non, voulais il n'y a juste pas de problème. Il vous n'y a pas de dire problème. que je suis là, là. Ah, merci, merci. C'est bon. Monique, est-ce qu'on avait quelque chose d'autre à partager? oui, éviter les édulcorants. Est-ce qu'on parle du fruit des moines aussi? Ouais, ben c'est sûr que quand on parle d'édulcorants naturels comme la stevia, le fruit du moine, il est un petit peu moins délétère là, sur la santé du microbiote que l'aspartame ou le sucralose, par exemple. Mais on serait peut-être mieux de favoriser le miel ou des produits comme ça. Si on Mais en... moi, ouais, je suis pour favoriser le vrai sucre parce que nous, notre cerveau, là, il sait pas qu'on prend du faux sucre, fait qu'il va toujours entretenir ce goût-là. Fait qu'on est mieux des fois de juste s'habituer à mettre un petit peu moins de sucre dans nos aliments. Puis tu sais, là, ça dépend, on parle de fibromyalgie, mais si on vit en plus avec un diabète de type 2, par exemple, ben ça vaut la peine là, de pas trop aller chercher des édulcorants parce que sinon, là, le taux de sucre, il peut être mélangé rapidement. Oui, merci. Ça me fait plaisir. Donc, ensuite, quoi d'autre qu'on peut faire? Ben, découvrir les grains entiers moins communs. Je vous en ai parlé tantôt aussi. Donc, juste écrire grains entiers, variétés sur Internet, puis vous allez toutes les trouver, honnêtement, là. Le farro, le boulgour, le quinoa, le riz sauvage. Un qui vaut vraiment la peine, c'est le couscous de blé entier. La différence entre le couscous blanc puis de blé entier est très, très grande, là, en termes de fibres. Puis ça coûte pas bien plus cher, donc ça vaut la peine de faire ce petit switch-là. C'est toujours une question de quel genre de compromis on peut faire, là, finalement. Ensuite, remplacer une partie de la viande par des protéines végétales, des lentilles, de la protéine végétale texturée, comme on parlait tantôt. On n'est pas obligé d'y aller all or nothing, le tout ou rien. On peut toujours y aller graduellement, ajouter tranquillement, pas vite, des légumineuses. Et c'est mon conseil aussi, là, de les ajouter graduellement, parce que souvent, ce que je vais entendre là, en clinique, c'est que ça me fait péter, ça me fait des ballonnements, ça me fait des inconforts de manger des légumineuses. C'est bien normal si on n'est pas habitué d'en manger. Faut y aller de façon très, très graduelle, là. Quand on va parler d'une augmentation de fibres, souvent, on va recommander un plus 5 grammes par jour à conserver pendant une semaine. Fait que mettons que je mange 15 grammes, cette semaine, je vais aller à 20 grammes, je vais conserver ça, laisser le temps à mes intestins de s'habituer, puis là, la semaine prochaine, je pourrais faire un autre bond de 5 grammes. Toujours graduel. Ce qui arrive quand on commence à manger des légumineuses, c'est qu'il n'y a pas juste des légumineuses dans notre assiette. Souvent, ça va être des plats qui ont naturellement plus de légumes. Il va peut-être y avoir un grain entier. Fait que là, je viens de faire un gros bond de fibres en un seul repas. Ouf, ça va faire travailler les intestins, c'est certain. Et boire de l'eau en même temps aussi. Si on mange full fibre puis on boit pas beaucoup d'eau, ça se peut que ça constipe aussi. Donc, c'est très, très important là, de boire au moins son 1,7 2 litres d'eau là, facile.
Ensuite, manger un maximum de fruits et légumes, ça, je pense que je vous apprends rien. Les légumineuses, on vient d'en parler aussi. Et les fameuses noix et graines, graines de chia, graines de lin, de chanvre, de citrouille. Moi, je trouve que c'est des façons faciles d'ajouter des fibres. Pour une petite quantité, il y a beaucoup de fibres. Ça se saupoudre partout, dans toutes nos recettes, sur nos toasts, dans notre gruau, dans nos céréales. Donc, s'il y a une façon de commencer à ajouter des fibres, moi, je vous conseille vraiment celle-là. C'est celle qui nécessite le moins d'énergie. Si jamais ça vous intéresse, le défi des 30 plantes par semaine, c'est une étude, là, une grosse étude qui a été faite qui s'appelle le American Gut Project. Et on a vu justement que les meilleurs microbiotes, les microbiotes les plus en santé, allaient justement chercher une variété de 30 et plus végétaux par semaine. Fait que ça peut être un bel exercice à faire là, à la maison de juste comme lister c'est quoi les végétaux que j'ai dans mon alimentation cette semaine et j'ai-tu réussi à en avoir 30 en variété. Quand je parle de végétaux, je parle de tout ce qui se retrouve à l'écran. Fruits, légumes, légumineuses, noix, graines, produits céréaliers. Les épices et les fines herbes vont aussi entrer là-dedans. Je pourrais l'envoyer, ce lien-là, si vous voulez, là, à Camilla, comme ça, elle pourra vous le partager aussi. C'est un article en anglais, là, par contre, mais ça nous explique un peu là, comment faire ce calcul-là de 30 végétaux par semaine. S'il vous plaît, parfait. Oui, Monique. Oui, merci pour ce lien-là. Et je vois qu'il y a il semble y avoir quand même pas mal de recettes. Je n'ai pas pu noter le nom du site, de votre site. Est-ce que vous allez nous l'envoyer aussi ou nous le donner tout Oui, je simplement? pourrais l'envoyer à Camilla, effectivement. Là, c'est équipenutrition.ca. Équipenutrition.ca. Voilà. Puis là, ben encore en parlant de recettes, on en a aussi là, le filtre plus fibres si jamais vous voulez avoir des idées de comment ajouter plus de fibres. Mais les boulettes, les petites croquettes, les salades, c'est le genre de truc où est-ce qu'on peut ajouter là, facilement des fibres. Je passerai pas trop de temps là-dessus parce que je vois le temps qui file. Donc, on va finir avec notre dernier sujet, la fameuse le mangeur émotif. La faim émotionnelle, pourquoi ça vaut la peine d'en parler? En fait, quand on pense à nos fameux neurotransmetteurs, là, la fameuse sérotonine et dopamine, ben, quand on mange des aliments qui sont très riches en sucre, en gras, ben, il y a eu des preuves là, en imagerie neuro qui nous ont démontré que les fonctions exécutives, donc ça, c'est tout l'ensemble là, des processus qu'on prend pour prendre nos décisions, gérer nos comportements, pensées, émotions, les fonctions exécutives étaient désactivées en réponse à nos signaux alimentaires là, quand on mangeait ces aliments-là. Et ben, la dopamine aussi, elle est sécrétée avec ces aliments-là. Je sais pas si vous connaissez l'analogie du chien de Pavlov, mais c'est ce qui se passe avec les aliments sucrés. Si j'ai une récompense, donc avoir une libération de dopamine dans mon sang, quand je mange ces aliments-là, ben, c'est sûr que ça va me tenter de recommencer l'expérience. Par contre, quand on recommence l'expérience de façon plus régulière, ben, ça peut être délétère pour la santé. Ça peut nous occasionner des surplus de poids, plus de risques de maladies chroniques aussi. Puis là, ben, si j'ai déjà mal, ça me tente-tu de donner plus de poids à mes articulations? Possiblement pas. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine d'en parler. Et là, il y a plusieurs diapositives là-dedans que j'ai quasiment envie de résumer en une analogie là, qui vaut vraiment la peine. Et c'est un sujet qui revient tellement souvent avec mes clients. Ben, c'est la fameuse faim émotionnelle. Pourquoi je mange? C'est quoi le besoin sous-jacent? Et là, je vais finir avec une analogie. J'ai un projet réno à la maison, puis dans mon coffre à outils, j'ai juste un marteau. Je peux faire bien des affaires avec un marteau. Je peux faire de la démolition, je peux mettre des clous, tout ça, mais à un moment donné, il va me manquer d'outils dans mon coffre à outils là, pour finir mon projet réno. C'est la même chose qui se passe avec l'alimentation. C'est un outil parmi tant d'autres pour venir gérer nos émotions, pour venir répondre à nos besoins sociaux, affectifs. Mais si c'est juste ça qui se passe, la nourriture, à un moment donné, il va me manquer d'outils, puis ça réussira pas à régler le problème sous-jacent. Si jamais, là, la fin des habitudes, on ne l'a pas mis parce que c'est pas tant émotionnel plus qu'une habitude, mais si vous sentez que vous mangez des petits desserts que par habitude, mais qu'il n'y a pas de besoin sous-jacent, genre, ben, ça fait 30 ans que je mange un bol de céréales en revenant du travail, donc je mange un bol de céréales,
en revenant du travail. Je vous conseille fortement ce fameux livre-là, Le pouvoir des habitudes, qui permet justement d'identifier c'est quoi nos bonnes, nos mauvaises habitudes, puis comment je fais là, pour aller changer ça, pardon, de façon efficace. Donc, 3 étapes pour essayer de s'éloigner de la nourriture là, comme source de réconfort. Premièrement, on essaie de se mettre un petit délai quand ça nous tente, quand ça nous arrive, là, essayons de se mettre un délai de 5 minutes pour voir si, en essayant d'autres choses, le besoin ne va pas passer, l'envie de nourriture ne va pas passer. Après ça, ben, mettre des mots sur nos émotions, c'est tellement, tellement important de savoir qu'est-ce qu'on vit pour être en mesure, finalement, d'identifier notre besoin sous-jacent. Si j'ai besoin de réconfort, peut-être que d'aller me taper un 5 km à l'extérieur, c'est peut-être pas ce qui va m'aider. Par contre, si j'ai de la colère en moi puis j'ai besoin d'extérioriser ça, peut-être que c'est l'activité physique qui va m'aider. Mais le réconfort, ça va être d'aller prendre un bain puis de me mettre un masque puis des patchs sous les yeux. Peut-être que c'est ça qui va m'aider. Donc, d'être en mesure de reconnaître c'est quoi notre besoin sous-jacent, puis de tranquillement, pas vite, brainstormer ensemble nos stratégies alternatives à la nourriture. Ben, c'est vraiment là, ce qui va vous aider à tranquillement, pas vite, aller chercher autre chose comme réconfort là, que dans la nourriture. Voilà, j'ai dépassé de 3 minutes. Je m'en excuse pour ceux qui devaient partir. Parfait, Camille. J'imagine que tu pourrais, est-ce que tu ouvres un petit moment aussi pour questions? Ben oui, 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 il n'y a pas de problème. Je suis disponible à vous là, pour toute question. Je peux retourner dans les PowerPoint aussi. Là, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Merci. Si, merci. Merci beaucoup. Fait que soit vous pouvez poser vos questions si vous en avez dans le chat, vous pouvez lever la main ou juste ouvrir votre micro, il n'y a vraiment pas de souci. Merci à vous, c'est le fun. Moi, j'aurais une question. Oui. Ben, en fait, là, il y a des douleurs qui se sont réveillées, mais je pense que c'est un peu normal. Là, j'ai eu un accident de voiture très grave il y a 2 semaines. Ça Oh, va faire 2 semaines demain. Ben, miraculeusement, je suis sortie vivante, là. Mon auto est une perte totale. Mais je voudrais, c'est ça, ça ressort, puis là, je voudrais savoir quoi faire, parce que la SAAQ, là, la